compagnies de Versailles et du Centre, je crois que c'est ainsi qu'on dit maintenant, aura lieu le 12 octobre. Un mot de commentaire? Elle sera commune avec les deux compagnies régionales avec qui la compagnie de Versailles va se regrouper, la compagnie d'Orléans et la compagnie de Bourges, voilà, à Saint-Germain-en-Laye, au pavillon Henri IV. Voilà, vous nous expliquerez ça tout à l'heure parce qu'on va notamment revenir sur la gouvernance de la profession qui bouge beaucoup. Dernier événement, évidemment, tout est intéressant, mais on m'a demandé de vous signaler les points forts. Jeudi à 16h30, il y aura la conférence Ça ira mieux demain, qui fait écho à celle de l'an dernier, m'a-t-on précisé, dont le titre était C'était mieux avant. Voilà. Donc, cela étant dit, effectivement, ça marque une certaine suite dans les idées. Cela étant dit, je ne crois pas que ce soit utile de le faire, mais je vais le faire quand même parce que c'est la bonne forme et c'est comme ça qu'on fait. Je vais vous présenter les 3 intervenants autour de cette table ronde. À ma droite, Olivier Boucherie, président de la CRCC de Versailles et du Centre désormais. À ma gauche, sans que ce soit une indication quelconque d'orientation politique, mais simplement une répartition géographique, Laurent Benoudis, président de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France. Et à l'extrême gauche, là encore, n'y voir aucune allusion politique, Olivier Salustreau, président de la Compagnie régionale de Paris. Alors, on va tout de suite commencer à aborder les thèmes qui nous ont paru être intéressants. Et évidemment, comment commencer par autre chose que par la crise sanitaire? C'est l'occasion, puisqu'on est rassemblés, de faire peut-être le point avec les représentants de la profession de Paris et de Versailles et du Centre sur la manière dont cette crise a été traversée, sur l'impact qu'elle a pu avoir et sur les experts comptables et sur les commissaires aux comptes. Et justement, je vais commencer par Laurent Benoudis parce qu'il est en minorité avec sa casquette d'expert comptable et qu'il craignait beaucoup avant qu'on débute cette conférence que je ne lui donne pas assez la parole. Alors voilà, à tout seigneur, tout honneur. Pas du tout, Comment les experts comptables ont traversé la crise? Est-ce que ça les a rapprochés de leurs clients ou pas? Qu'est-ce qu'on a attendu d'eux? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire au chevet des entreprises? Je crois avoir entendu dire qu'ils avaient été les urgentistes. Est-ce que c'est bien vu? Est-ce que c'est ça? Oui, en fait, la profession s'est mobilisée de manière incroyable. Ça a été relevé par tout le monde. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui a été dit, répété par tous, hein, aussi bien notre environnement politique que nos clients. La mobilisation des experts comptables était vraiment réelle. On a tous mis de côté ce qui n'était pas urgent, l'établissement des comptes, les bilans, etc. Et on s'est concentré sur l'écoute, l'accompagnement des clients qui étaient inquiets. On a eu aussi, alors c'est un des effets de cette crise qui n'est pas finie, hein, puisqu'on a tous des masques, on le voit bien, un grand accélérateur dans la dématérialisation et la numérisation des relations avec nos clients. On s'est retrouvé avec des clients pour lesquels on a pu assurer une continuité de service sans difficulté parce qu'on avait mis en place des relations numériques avec eux, mais malheureusement d'autres qui étaient encore sur des schémas à papier, parce qu'évidemment ce qui est compliqué chez nous dans notre cabinet, pour la plupart de nous, c'est qu'on a à la fois des clients qui sont modernes, qui viennent de créer leur boîte, qui sont jeunes ou parfois moins jeunes, et qui ont adopté rapidement des relations dématérialisées, mais on a aussi des clients qui arrivent avec des factures, des papiers, des classeurs, des boîtes à chaussures pour certains. Voilà. Et donc le fait de gérer les deux, c'est ça qui rend compliqué l'exercice de la bascule numérique. Ça aurait été plus simple si on avait pu démarrer from scratch de zéro. Et là, on a bien vu qu'il y avait des conséquences en termes de continuité de la prestation. Voilà. La plupart des cabinets ont réussi à mettre en place le télétravail sans trop de difficultés, en vérité. On était déjà tous bien avancés. Bon, et là, il y a eu une sorte d'accélérateur. Et en ce qui concerne le télétravail, je crois qu'on est très nombreux dans cette salle, et moi le premier, à s'interroger sur la manière dont on va gérer les mois à venir et les trimestres à venir et les années à venir. En Île-de-France, il y a une vraie appétence des collaborateurs pour poursuivre le télétravail,
bizarrement, ils souhaitent aussi, pour les interroger, enfin moi j'ai fait cette enquête auprès de mes clients, de mes collaborateurs, et je l'ai partagée aussi avec d'autres confrères. On a interrogé peut-être 200 collaborateurs dans nos cabinets. On a eu un peu le même retour. On veut du télétravail, mais on veut aussi de l'attachement au bureau, on veut être présent, et donc on s'oriente plus vers des relations un peu mixtes. Bon, en fait, je pense que la crise du Covid a été une prise de conscience de l'intérêt du numérique, une prise de conscience du rôle de l'expert comptable dans la tête de beaucoup de clients qui avaient peut-être un peu oublié qu'on était un partenaire fidèle et qu'on était là pour les accompagner, et un accélérateur, un vrai booster de nouveaux modes de fonctionnement basés sur le numérique et le télétravail. Alors ça, on va revenir dessus dans un deuxième temps, parce que je pense que c'est très intéressant de voir ce qu'on peut sortir de positif de cette crise sanitaire, notamment en organisation du cabinet en mode d'exercice. Olivier Salustreau, est-ce que ça n'a pas été un peu plus compliqué pour les commissaires aux comptes, à qui on a par exemple demandé de faire jouer leur devoir d'alerte auprès de toutes les entreprises? Comment le commissaire aux comptes a-t-il été perçu? Si l'expert comptable était l'urgentiste, le commissaire aux comptes, il était quoi? Le commissaire aux comptes, il a aussi été perçu comme l'urgentiste parce qu'il est intervenu dès le début de la crise, enfin, me semble-t-il. Enfin, en tous les cas, c'était les remontées de terrain que moi j'ai eues, et puis c'est le comportement que j'ai eu personnellement avec mes clients. Dès le départ, nos clients, nous les avons contactés, nous les avons sollicités pour savoir comment ils se portaient, pour leur expliquer les mesures gouvernementales qui sont apparues très vite, mais qui étaient un petit peu compliquées à interpréter dans certaines situations. Voilà, donc on n'a pas eu de mal à intervenir. On s'est mobilisé de la même manière que les experts comptables. Enfin, de ce point de vue-là, notre ADN est quand même commun. Oui. Enfin, on débattra de tout ça tout à l'heure. Je ne vais pas déflorer ce débat. Donc voilà, les commissaires aux comptes étaient aussi au chevet des entreprises. Ils ont eu à interpréter les textes pour arrêter les comptes au 31 décembre 2019. Je rappelle qu'il y a eu des délais qui ont été accordés aux entreprises, que ça a été compliqué, que les entreprises elles-mêmes étaient dans des situations où, quand il y avait du chômage partiel qui était mis en œuvre, c'était souvent les personnels comptables qui n'étaient pas forcément là. On a eu du mal à gérer, à obtenir l'information, à obtenir les preuves matérielles et tangibles de ce qu'il fallait vérifier. Donc on a eu des problèmes de maintien de la qualité. En fait, il a fallu faire des efforts considérables pour valider les comptes 2019, puis les arrêtés intermédiaires pour ceux qui en avaient à valider. Donc voilà. Et comme l'a dit Laurent, effectivement, nos collaborateurs, pour certains, se sont complus dans le télétravail, sans que ce soit négatif de ma part. Au bout du bout, ils aspiraient effectivement à revenir au bureau, pour la plupart, mais on a ouvert des brèches dans ce mode de comportement, dans ce mode de travail. Et il va falloir y réfléchir sérieusement, parce que la difficulté quand même qu'on a eue, c'est que on a tous avec nous des stagiaires, des débutants, et c'est quand même compliqué de former à distance des petits jeunes qui ne savent rien faire. Voilà, donc ça suppose quand même qu'on soit préparé à ça et qu'on s'organise peut-être autrement pour gérer ce genre de situation. Je ne pense pas d'ailleurs qu'on soit reconfiné de manière générale et absolue, mais en tout état de cause, il faut en tirer des leçons de ce point de vue-là. Et je suis assez d'accord avec Laurent. En même temps, cette période si particulière a accéléré un certain nombre de transformations ou de mise en place du digital dans nos cabinets. Voilà. Olivier Boucherie, est-ce que vous pensez, Laurent Benoudis nous a dit, en fait, ça a un peu modifié l'image de l'expert comptable, ou ça a rappelé surtout, ça a quelque part rappelé ce qu'est vraiment l'expert comptable. Est-ce que vous pensez que ça a aussi modifié ou amélioré l'image du commissaire aux comptes? Comment vous ressentez ce qui s'est passé? Il y avait un effort qui avait été fait par les institutions pour essayer de mettre en avant la nécessité pour les commissaires aux comptes d'être des professionnels beaucoup plus communicants. Et finalement, cette crise, elle a permis justement d'être au plus près de ses clients, puisque la plupart des commissaires aux comptes ont
d'une façon différente, parce que ce n'était pas physiquement, mais par téléphone, pris contact avec tous leurs clients pour savoir quelles étaient leurs situations, et aussi, comme l'a dit Olivier, de les informer des mesures. Vous avez parlé tout à l'heure du devoir d'alerte. Il a été mis un peu entre parenthèses dans la mesure où l'état de cessation de paiement a été reporté à la fin de la pandémie, c'est-à-dire jusqu'au 23 août. Mais par contre, qu'on a permis dans des cas particuliers de faire une procédure d'alerte avec une phase, dès la première phase, d'aller solliciter le président du tribunal de commerce. Et donc on a, dans les cabinets, appelé systématiquement les clients, et donc ça a été assez bien perçu comme étant un professionnel qui était là disponible, et donc on a pu aider et traiter les cas, parce qu'il y avait aussi un certain nombre de dispositions qui permettaient aux commissaires aux comptes de faire des attestations, notamment dans le cadre des PGE ou d'attestation de la masse salariale. Donc on a trouvé notre rôle. Alors on est dans une sorte de paradoxe finalement, et je pense que c'est peut-être mon côté optimiste, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose, ça fait avancer. Et donc on a aussi permis à nos clients de se développer un peu plus dans le numérique. Et donc ça fait un peu des choses un peu particulières, mais on a développé beaucoup plus le commissariat aux comptes par le biais d'échanges de données qui n'étaient pas forcément faits avant, ou qui permettaient de toucher un plus grand nombre de clients. Est-ce qu'on pourrait carrément parler, j'ai l'impression un peu des effets qu'on voit dans un film catastrophe américain, où d'un seul coup, on voit les gens se rapprocher, on voit les gens mieux se comprendre dans une circonstance difficile. Est-ce qu'il n'y a pas un regain de confiance, un resserrement des liens quelque part entre l'entreprise et l'expert comptable et le commissaire aux comptes? Je pense que je vais trop loin. Non, mais c'est un problème d'expérience client. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous, qui prend soin de vous, qui demande... forcément, l'image qui en ressort est beaucoup plus favorable. Alors, Olivier parlait aussi des problématiques de formation. Je peux aussi, au-delà du rôle de ce qu'on a pu avoir dans nos cabinets, souligner aussi l'importance de nos institutions qui ont été moteurs pour permettre aussi d'informer les clients, parce que en matière d'expertise comptable, il y a eu toute la problématique de l'activité partielle avec une plateforme qui s'est mise en place, qui était un peu chaotique, des pouvoirs publics qui toutes les semaines modifiaient les textes. Et donc on a pu, Olivier parlait aussi de la problématique de l'arrêté des comptes, on a pu aussi, grâce à des webinaires qui ont été très largement diffusés, permettre à l'ensemble du corps professionnel d'être à niveau et d'être réactif et de répondre aux attentes. Justement, parlons des éléments pratiques, matériels qui ont émergé de cette crise. Laurent Benoudis, qu'est-ce qui a changé en pratique et quelles leçons, justement, quelle évolution vous paraît particulièrement notable? Qu'est-ce qui a poussé lors de cette crise sanitaire? Qu'est-ce qui a émergé comme nouvelle façon de travailler, comme nouveaux besoins, comme pistes éventuellement d'évolution? Dans nos cabinets ou au niveau de l'institution? Déjà dans vos cabinets, on verra peut-être les institutions au moment de la gouvernance. Okay. Ce qui a évidemment beaucoup changé, c'est la mise en place du télétravail. Enfin, en ce qui me concerne, dans mon cabinet, c'est surtout ça, puisque l'aspect numérique était déjà très largement mis en place. Donc voilà. Donc je pense que là aujourd'hui, tous les cabinets en sont au même stade. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont évidemment dématérialisé tout ce qu'ils pouvaient. Un maximum avec les relations clients. La question, c'est comment on construit le cabinet demain. Parce que... Pardon, mais est-ce que c'est positif déjà? Est-ce que finalement on a découvert qu'on pouvait travailler comme ça et que c'était peut-être pas si mal? Oui, en fait, la question qui se posait par les économistes, c'était de savoir pourquoi cette révolution numérique ne se traduisait pas dans les chiffres. Parce que on parlait de troisième révolution industrielle avec le numérique. Et une des raisons qui a été avancée, c'est de dire que le problème n'était pas en fait la technologie, mais était en fait les comportements et les changements d'attitude des gens. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas se diffuser aussi rapidement que le chemin de fer ou l'électricité, qui était très simple à comprendre et qui était un vrai bénéfice immédiat. Le numérique, en fait, le frein, c'était le fait que les gens continuaient à travailler comme avant, alors qu'ils auraient pu travailler différemment. Là, le Covid et le confinement a obligé tout le monde à se reposer la question de savoir est-ce que j'ai vraiment besoin de me déplacer. Nous, moi j'ai été assez loin dans la réflexion avec mes collaborateurs, puisque je leur ai proposé le choix entre 3 méthodes. Je leur ai dit on revient comme avant, et puis vous prenez quelques jours de télétravail comme c'était déjà le cas, ou
On met en place un système mixte, 2 jours, 3 jours, et puis on s'organise. Et puis à ce moment-là, ça veut dire aussi qu'on passe à des bureaux flex, donc plus de bureaux attribués, parce qu'évidemment, je ne vais pas attribuer un bureau à quelqu'un qui va passer que 2 ou 3 jours par semaine de manière structurelle. Donc voilà. Et puis troisième solution, on a été au bout de la logique, on s'est dit, mais plus de bureaux. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de bureaux? Donc on enlève tous les espaces de travail, on en fait des espaces de rencontre, on ne fait que des espaces de réunion, que des espaces de convivialité, et on ne vient au bureau que quand on a un rendez-vous avec un client physiquement, ou quand on a besoin de travailler à plusieurs sur un dossier, et on se réunit dans un endroit où on va pouvoir travailler ensemble autour d'une table. Mais il n'y a plus de bureau avec des ordinateurs, parce que vous pouvez faire ce travail aussi bien chez vous, même mieux, puisque vous êtes au cas, vous êtes tranquille, voilà, etc. Bon. Mais en fait, le frein était chez les collaborateurs qui, pour la plupart, la très grande majorité d'entre eux, souhaitaient en fait un rythme de 2-3 jours par semaine. Et c'est ce qu'on voit, en fait, ils veulent continuer à venir au bureau, ils ont peur de perdre un peu le sentiment d'appartenance et la dynamique. Et puis le vrai sujet qu'a aussi soulevé Olivier, hein, c'est que la formation des jeunes est excessivement compliquée à distance. Alors je ne pense pas que ça soit impossible, puisque je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui le font. Par contre, ça nécessite de renforcer vraiment le management, et ça oblige les experts comptables, les associés, les directeurs de mission à consacrer beaucoup plus de temps dans l'accompagnement de leurs collaborateurs et dans le suivi et dans le management que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et je pense que d'une manière générale, le Covid nous a obligés ou nous a rapprochés de nos collaborateurs. Hein. Parce que parfois on passait, on leur disait coucou, salut, machin. Là, on prenait la peine de les appeler, de faire des visios avec eux. Voilà. Et c'est pour ça que ça s'est bien passé. Parce que même eux, ils ont senti qu'ils étaient soutenus, qu'ils étaient encadrés, qu'ils étaient accompagnés. Et c'est les bonnes pratiques de management en interne je pense qu'elles vont commencer à donner à générer des fruits concrets en termes de gains de productivité dans nos cabinets, au-delà de ce qu'on a pu faire déjà avec le numérique. Est-ce que c'est pas aussi quand même des réactions en temps de crise, c'est-à-dire des modes de fonctionnement qui se mettent en place parce qu'il y a à un moment donné un moment paroxystique? Est-ce que ça peut s'inscrire vraiment dans la durée? Moi, je pense que ceux qui ont goûté le télétravail, le fait de pouvoir décider de travailler sur un dossier au calme chez eux, c'est les retours que j'ai eus de collaborateurs, fait qu'ils auront du mal à reprendre un rythme. Et quand on discute avec des salariés qui sont dans des environnements différents, beaucoup étaient assez déçus, assez choqués, qu'on les oblige à revenir au bureau du lundi au vendredi dans les transports en commun, etc. Donc il y a des choses qui, à mon sens, ne pourront pas continuer à se faire comme ça se faisait avant. Et on ne perd pas en productivité, parce que j'entends des entreprises, moi, qui sont un peu méfiantes avec ça. C'est-à-dire qu'ils pensent que les salariés, quand ils sont à la maison, en fait, ils font un petit peu autre chose aussi. Moi, mon problème, il est l'inverse, en fait. En vérité, c'est que j'y travaille trop et j'ai trop de collaborateurs qui envoyaient des mails trop tard. Et donc, je suis obligé de leur dire, il faut que tu mettes en place des règles. Tu ne peux pas travailler parce que tu es chez toi jusqu'à 22h, 23h, minuit. C'est pas raisonnable. Donc, je pense qu'il y a un problème de relation de confiance, mais qui est inhérent, en fait, peut-être à notre culture un peu où on essaie de contrôler. On est dans un modèle où c'est assez simple, en fait, de savoir si le collaborateur il bosse ou pas, en vérité. C'est-à-dire qu'on lui file les clés, on lui dit tiens, voilà, occupe-toi de ce portefeuille. Il a 30 clients, il doit envoyer les déclarations de TVA dans les délais, il doit faire les tableaux de bord, il doit les appeler, il doit les contacter, etc. Si jamais ça part en sucette, on va vite le savoir. D'accord. D'abord, l'administration fiscale veille au grain sur les délais, mais ensuite, le client, lui, quand il n'est pas content, il prend son téléphone, il nous appelle. Donc, si le collaborateur il n'est pas au rendez-vous, ça va vite se savoir. Et en vérité, on peut leur laisser une grande liberté dans la gestion de leur emploi du temps et dans l'organisation de leur travail. Et le fait qu'ils bossent à la maison me semble pas être un risque de les voir glander. Et même si c'était le cas, même s'il prend sa demi-journée pour aller au cinéma au lieu de travailler, tant que le boulot est fait. De toute façon, il y a une charge de travail. Où est le problème? D'accord. Olivier Boucherie, vous voulez réagir? Je pense qu'il faut aller au-delà du mode de travail, télétravail, bureau, et de voir aussi que c'est un accélérateur du numérique aussi. C'est-à-dire qu'on a mis en place des solutions qui étaient connues mais qui n'étaient pas forcément diffusées. Je pense par exemple à la signature électronique qui a connu un véritable boom, un véritable développement grâce à cette difficulté qu'on avait de se déplacer.
Et donc, on a aussi des habitudes en matière de signature électronique, c'est-à-dire que les opérateurs continuent à nous faire signer de façon manuscrite, alors que c'est totalement inutile, puisque en réalité, on met un code, on signe numériquement, et donc on a des anciennes pratiques qui sont quelque part un frein au changement. Mais je pense que c'est plus ces éléments-là, plus que les modalités de travail qui étaient connues et qui vont s'ajuster, mais c'est vraiment le fait que de toute façon, en 2025, l'ensemble des factures seront numériques et donc que le travail, la production d'experts comptables sera complètement différente et celle aussi du commissaire aux comptes puisqu'il aura accès à l'intégralité de la donnée, ce qui n'est pas forcément actuellement le cas. Donc c'est plus ces éléments-là qui sont accélérés par le fait de la pandémie, parce qu'il faut essayer de travailler différemment. Olivier Salustro, vous avez la même perception de la situation, et après je vous demanderai, parce que je voudrais on a parlé de l'organisation des cabinets, mais je voudrais aussi savoir ce que ça a pu changer dans le rapport avec les entreprises et dans la manière d'exercer la mission. Donc déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent Benoudis? Est-ce que le télétravail, ça se passe bien aussi chez vous? Et deux, on repartira sur un tour de table sur les relations avec l'entreprise. Écoutez, moi j'ai entendu tout ce que mes deux amis ont dit. Enfin, je mets des guillemets autour du moi-mi, entendons-nous. Moi, je suis un tactile. Donc, le télétravail, j'en vois ses limites. J'aime bien toucher, parler, discuter à la machine à café, soit avec mes collaborateurs, soit avec les clients. C'est là qu'on apprend le maximum de choses, c'est là qu'on sent. Effectivement, tu as raison, on voit vite quand quelqu'un déconne, mais c'est encore mieux quand on est en face de la personne et quand on est à côté d'elle. Donc le télétravail, c'est bien, c'est une soupape. Effectivement, pendant cette période très particulière, pendant cette drôle de guerre, entre guillemets, ça a été la solution inévitable et pratique, et ça a apporté tout ce qu'ont dit Laurent et Olivier sans souci. Pour autant, moi, je ne suis pas partisan d'un télétravail à outrance parce que, eh bien, on est dans un monde qui doit être incarné. Il faut qu'il y ait des discussions en face à face. C'est bien que vous soyez là dans la salle, d'ailleurs. Ça serait mieux si vous n'aviez pas vos masques. Voilà, donc moi, je mets des limites à tout ça, évidemment en reconnaissant que le télétravail a été indispensable, mais je ne suis pas sûr qu'il faille en faire l'alpha et l'oméga de l'intervention de demain. C'est vrai que ça a accéléré la numérisation des cabinets. Enfin, voilà, c'est vrai que ça a apporté de la souplesse. Pour autant, voilà, les limites sont celles que j'ai dites. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention, je y pense en vous écoutant parler, à un risque de déshumanisation qui serait dans le prolongement des process, de l'excès de réglementation, etc. Effectivement, moi j'ai observé sur les populations avec lesquelles j'étais en contact que certains se complaisaient dans ce télétravail, quelque part s'isolaient, et puis se recroquevillaient, se renfermaient sur eux-mêmes. Des gens qui travaillaient, mais pour autant qui n'ont pas une envie d'un contact, ou qui n'avaient plus envie d'un contact naturel, et je pense que c'est dommage. Je pense que la vie, c'est pas ça. Je pense que la vie, c'est être entre nous. Alors du coup, dans la manière de travailler avec les entreprises, parce que vous, il y a des choses que vous devez faire physiquement, les commissaires aux comptes, aller sur place, aller voir des stocks. C'est indispensable. Là, il y a eu aussi, ça a trouvé sans doute sa limite. Quelles leçons vous tirez de la crise sanitaire, justement, dans le rapport aux clients et au sens de l'exercice de la mission? On a parlé du rapport psychologique. Maintenant, l'exercice de la mission. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce qu'on a découvert des obstacles insurmontables au télétravail? Est-ce qu'on a découvert aussi des évolutions qui, elles, pouvaient par contre s'inscrire dans la durée? Comment vous analysez ça? Je vous parlais de stock, par exemple. Effectivement, dans la plupart des cas, on n'a pas pu aller assister aux inventaires physiques, ce qui a posé un problème. Donc il a fallu trouver des subterfuges souvent peu glorieux pour valider les stocks. Enfin, ça n'engage que moi ce que je dis, évidemment, ça n'engage pas la Compagnie de Paris. Il y a le H3C dans la salle? Non, mais le H3C, moi j'ai la capacité de lui dire que voilà, on ne pouvait pas se déplacer. D'ailleurs, le H3C ne se déplace plus lui-même. Donc il serait bien en peine de venir nous reprocher de ne pas aller chez les clients pour valider les stocks ou faire les inventaires physiques. Et les contrôles qualité ont été suspendus, c'est ça que vous dites? Non. Ils se font à distance? C'est le grand absent. Non, ça, les contrôles qualité, rassurez-vous, ils n'ont pas été suspendus. Je suis bien passé pour le savoir. Mais certains se font à distance. Voilà.
Bon, ce qui ne manque pas de sel, mais voilà, c'est comme ça. On en était sur les stocks, pardon, je vous ai interrompu. Oui, non, mais après, effectivement, la leçon de tout ça, c'est que on a dû certifier des comptes en prenant des raccourcis, hein, en prenant des chemins de traverse, en gardant la qualité minimale pour certifier et pour émettre une opinion convenable, enfin avec un niveau de qualité convenable. Mais par exemple, quand il s'agit d'aller pointer l'original d'une pièce, on n'a pas pu le faire. On nous a envoyé des photos, donc il fallait s'appuyer sur la bonne foi du client, ou quand on demande, par exemple, aux clients de nous faire des extractions, de faire des tris pour valider un certain nombre de choses, d'habitude, on est derrière l'écran et on s'assure que le client met bien en œuvre le script qu'il doit mettre pour sortir l'échantillon dont on a besoin. Là, on n'a pas pu. Donc, ça veut dire que demain, il faut s'organiser autrement pour valider les choses et pour avoir un niveau d'assurance convenable. Sur les stocks, par exemple, on peut envoyer un drone. Enfin, je dis n'importe quoi, mais pourquoi pas. Enfin, on peut aller... voilà. Après, vous aviez une question sur les institutions. Oui, mais on fera le troisième tour de table. Je voudrais savoir déjà, Laurent Benoudis, la relation au client sous l'angle de l'exercice de la mission. Est-ce que ça attire un commentaire de votre part sur des choses à pérenniser, sur... Je pense qu'aujourd'hui, on a accéléré la relation numérique avec nos clients. Ça, on ne reviendra pas en arrière. Les clients qui ont compris que le passage du collaborateur tous les mois pour récupérer des pièces comptables, ça présente un intérêt limité. Donc, on va essayer de dématérialiser un maximum avec les outils qui existent aujourd'hui. Enfin, ils sont tous présents. Là, vous avez tous les partenaires qui sont là. On a toutes les méthodes possibles pour pouvoir automatiser un maximum de choses en numérique. J'ai fait quasiment tous mes entretiens de bilan en visio. C'est sûr que ça ne vaut pas la tape sur l'épaule et le café avec le client, mais d'un autre côté, en 30 minutes, on a réglé le problème. On a échangé, en visio, on ne parle pas des enfants et du reste, mais au moins on va direct au sujet. Donc en termes de gain de temps en période des bilans, c'est pas non plus complètement inutile. Donc moi je trouve ça plutôt efficace, et les clients étaient très contents, en vérité, de ne pas perdre d'autre temps. Voilà, ça n'empêche pas de se revoir en mois de septembre pour aller déjeuner ensemble ou dîner un soir. Mais là, on a pu arrêter les comptes voilà, sans faire des déplacements, des rendez-vous, des machins, qui au final ne servaient pas à grand-chose en vérité. Donc, on a enrichi la relation qu'on avait avec le client par cette relation en ligne. Alors, on peut parler de déshumanisation parce qu'on ne se voit pas vraiment, mais en vérité, moi je crois que l'un ne remplace pas l'autre, mais l'un complète l'autre. Et plutôt qu'un coup de fil, une visio, c'est plus sympa. Et on a la possibilité de se voir, de se faire des blagues, et c'est sympa. Voilà. Après, il ne faut pas tomber dans l'excès et faire que du distanciel, que du numérique et que du voilà. Mais ne pas intégrer ces outils dans la relation qu'on a avec nos collaborateurs et avec nos clients, ça, à mon avis, serait une grosse erreur. Je pense que c'est aussi l'appétence et la demande des jeunes aujourd'hui qui arrivent sur le marché. Je pense qu'un jeune collaborateur qui arrive, à qui on explique que c'est 9h, 18h avec une heure de pause le midi, je ne suis pas certain qu'il reste longtemps dans le cabinet, quoi. Donc il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on soit souple. Il y a même des cabinets qui ont été jusqu'à mettre en place un cabinet libéré. Donc pas de contrôle d'horaire, pas de contrôle congé payé illimité, vous prenez autant de vacances que vous voulez, enfin voilà. Donc après, il faut que le mode de fonctionnement, le mode de gestion, la relation qu'on souhaite avoir avec nos clients et nos collaborateurs soit adapté au profil de chacun. Voilà. Si vous êtes à l'aise avec ce type de fonctionnement, il faut le faire. Si vous ne l'êtes pas, il ne faut pas le faire. D'accord ? Je crois qu'il faut que chacun ait ses propres paramètres, et chaque cabinet est différent, et chacun a son équilibre dans la manière dont il va manager ses équipes et ses relations avec les clients. Olivier Boucherie, qu'ont fait les institutions pour aider les cabinets dans ce moment très exceptionnel, très compliqué,
Par exemple, qu'est-ce qu'on a fait à Versailles, Versailles Centre? Oui. Je voudrais peut-être déjà parler du H3C qui a été probablement le grand absent en réalité. On n'a pas eu beaucoup de communication du H3C. Il n'a pas tenu compte de la pandémie. Effectivement, il a dit la vie continue, on continue les contrôles d'activité, on continue les choses telles qu'elles étaient, sans se rendre compte que les professionnels étaient plutôt polarisés sur leurs clients et non pas sur le respect strict des règles. Alors après, sur Versailles, on a d'abord pensé à nos permanentes, donc on a fermé la compagnie et on les a toutes mis en télétravail. Et puis on s'est mis en place avec des visioconférences pour continuer à animer la compagnie régionale et puis être au plus près des confrères et de continuer à apporter le service qui est attendu de Versailles. Et donc les choses n'ont pas fondamentalement changé pour les confrères, si ce n'est qu'ils ont eu des formations gratuites par web binaire. C'était ça un peu les éléments. Et puis au niveau national, je pense que c'est tombé une période un peu bizarre, puisqu'en réalité, les institutions nationales ont déménagé, l'une en décembre, l'autre en janvier, avaient prévu de mettre en œuvre un certain nombre de synergies, mais avec des institutions sans permanence, ça a été un peu plus difficile. Et donc, on attend de voir un peu ce qui va se passer sur le deuxième semestre pour voir comment les deux institutions nationales vont pouvoir fonctionner et être un peu plus au service des confrères, un peu plus proche du terrain. Est-ce que vous avez été beaucoup sollicité? Est-ce que vous avez senti une inquiétude? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de confrères qui sont tournés vers les institutions? Ou est-ce que non, on s'est débrouillé finalement? Alors, on n'a pas observé beaucoup plus de questions liées à la situation économique. Mais on avait déjà, au niveau de la compagnie régionale, des inquiétudes fortes liées à la loi Pacte, la mise en œuvre de la loi Pacte. Et donc, il n'y a pas eu tant que ça de choses beaucoup plus importantes. Et je pense que ce qui se passe, c'est qu'on était plus préoccupés par nos clients plutôt que le propre sort des cabinets. Et je pense que dans ce type de crise, de toute façon, on est toujours les derniers qui en ressentent les effets en réalité. Et donc j'ai plus d'inquiétude sur 2021 que ce qui a pu se passer depuis quelques mois. On est dans le feu de l'action et donc on ne s'occupe pas tellement de nous finalement. Olivier Salustreau, qu'est-ce qu'on a fait à Paris? Alors justement, Olivier Boucher nous parlait de l'inquiétude née de la loi Pacte. Donc on sait qu'à Paris, vous avez fait beaucoup de choses justement sur ce sujet-là. Est-ce qu'elle s'est mise entre parenthèses, cette inquiétude? Est-ce qu'il a fallu mettre en place d'autres dispositifs d'urgence? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors déjà, on va dire Paris hypercentre, parce que j'en ai marre d'entendre Versailles centre. Voilà. Non, mais à Paris, on a fait tout un tas de choses. Donc rien ne s'est arrêté, même si physiquement il y avait peu de monde à la compagnie. Il y avait quand même quelques élus qui allaient et venaient tous les 2-3 jours à la compagnie pour mettre en place effectivement une série de webinaires, pour continuer d'animer des commissions qui s'étaient mises en place justement pour répondre aux suites de la loi Pacte et à la reconquête nécessaire ou à la conquête nécessaire de certains périmètres, de certains territoires. Et donc on a maintenu les travaux des commissions. Les commissions qui ont travaillé sur différents sujets liés à l'innovation. Voilà, donc voilà ce qu'on a fait à Paris et on a animé de nombreux webinaires sur tout un tas de sujets, à commencer par l'interprétation des textes qui étaient régulièrement publiés par les autorités gouvernementales. Et puis ensuite, on est passé à des sujets un peu plus sophistiqué, si je puis dire, avec des guillemets autour du mot sophistiqué. Par exemple, on a traité de l'évaluation en période de crise, puisque on était dans une zone d'ombre totale. Donc là-dessus, il fallait informer nos confrères. Et puis, il faut dire que nos permanentes ont été sur le pied de guerre. Nuit et jour, enfin peut-être pas la nuit, mais en tous les cas une grande partie de la journée, puisque nos confrères nous appelaient. Alors, moi, il me semble, et je pense qu'on peut me le confirmer au premier rang, il me semble qu'on a eu beaucoup plus d'appels que d'habitude de la part de nos confrères, ce qui est très bien, et donc on les a aiguillés, rassurés, réconfortés. Enfin, si vous n'êtes pas d'accord dans la salle, vous levez le poing pour contester, mais voilà, donc
je pense que la compagnie, plus que jamais, enfin la compagnie de Paris Hypercentre, a fonctionné encore mieux que d'habitude, avec voilà, beaucoup de synergie entre les personnes. Et on a eu aussi beaucoup d'interprétations juridiques à livrer. Vous savez qu'on a une commission juridique qui est assez performante, hein, emmenée par Miasa Haïdou, et puis avec tous les mardis une permanence juridique. Donc tout ça a continué de fonctionner, a fonctionné encore mieux, encore plus que d'habitude, lié aux questions posées par les uns et les autres. Donc voilà. Alors, c'est effectivement ces vertus du télétravail, je ne vais pas rouvrir le débat, mais en tout état de cause, dans l'esprit de chacun, c'était pour une période de temps limitée. C'est-à-dire qu'on s'est jeté à corps perdu dans tout ça, précisément parce qu'on savait que ça n'allait pas durer. Enfin, on espérait que ça ne dure pas. Laurent Benoudis, est-ce que les experts comptables d'Hypercentre, de Paris Hypercentre, ont aussi beaucoup travaillé pour leurs confrères au sein de l'ordre ? En fait, au niveau de l'ordre, on est passé effectivement en 100% télétravail. Tous les services ont continué à fonctionner. On a rerouté toutes les lignes téléphoniques, les mails, les machins. Enfin bon, on s'est mis en mode distance et a priori les services courants ont continué à fonctionner. On s'est pas mal mobilisé, on a animé pas mal de webinaires. Je pense qu'il y a beaucoup dans la salle qui ont dû les voir, avec la Directe, avec la DGFIP, sur les sujets qui se posaient, de la mise en place d'activités partielles. Enfin, c'est assez compliqué. Voilà, donc on a fait des scores absolument incroyables en termes d'audience. Je crois qu'il y avait 5000, 6000 personnes qui regardaient. C'est incroyable. Ce qui fait que le lien, bizarrement, entre l'institution et les confrères était quasiment même presque plus étroit pendant cette période où les gens attendaient les webinaires qu'on diffusait qu'en temps ordinaire, où ils ne prennent pas souvent la peine de venir aux 50 rues de Londres. Voilà. Alors évidemment, on a suspendu toutes les manifs, ça c'était compliqué. On a quasiment arrêté aussi toutes les formations au niveau de la SFOREF. Par contre, on a très rapidement essayé de mettre en place des formations adaptées, notamment gérer l'activité partielle, voilà, ce genre de sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'ordre, on était mobilisé aussi par les services de l'État, puisque toutes les semaines, tous les lundis, le préfet organisait des réunions téléphoniques en conférence avec la DGFIP, avec la Directe, avec tous les représentants des différentes professions, dont les experts comptables, la Fédération des banques françaises, etc. Et on essayait de faire des remontées de terrain. Donc tous les problèmes qu'on peut être rencontrés sur le fonds de solidarité, le fait qu'il fallait 50% de baisse au mois de mars, alors que le confinement avait démarré que le 11 mars, qu'il fallait... Voilà, tous ces sujets-là, tous les aménagements étaient remontés régulièrement toutes les semaines à l'occasion de ces conférences téléphoniques. On était assez présents, nous, en tant qu'experts comptables, puisqu'on avait quand même accès à un nombre d'informations assez nombreuses. Par tous les mails qu'on a pu recevoir, on avait créé une boîte mail Covid-19 à TOEC Paris. Et ça s'est traduit, alors vous allez me jeter des tomates quand je vais vous le dire, mais ça s'est traduit par les facs de 25 pages sur le fonds de solidarité, les dispositifs qui étaient en permanence évolutifs. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où l'administration identifiait une stratégie en termes d'accompagnement des petites boîtes avec les 1500 €, etc., il y a nécessairement tout un tas de questions qui se posent. Et quid si jamais il y a des co-gérants, et quid si le gars il est gérant de plusieurs entreprises, et comment ça se... Voilà. Et tous ces problèmes-là, ils n'ont pas pu se les poser en amont parce que c'est très complexe. Et donc c'est petit à petit qu'on a apporté des réponses et que nous on remontait les problématiques en leur disant là il faut corriger le tir, là il y a un problème, là il y a un trou dans la raquette sur ce sujet-là, ça ne marchera pas. Voilà. Et donc on a eu cette relation très étroite avec les pouvoirs publics. C'est pour ça qu'on a pu, en l'occurrence notamment, animer ces webinaires, parce qu'on était en contact permanent avec la Directe, etc., tous ces gens-là. Et donc on a aussi joué notre rôle au niveau de l'institution de relais entre les confrères, les clients, les entreprises et l'État pour les accompagner et jouer notre rôle dans la mise en place de ces mesures d'accompagnement qui, globalement, quand on compare avec ce qui s'est fait ailleurs, sont plutôt pas mauvaises, parce que le PGE, c'est quand même 100 milliards qui ont été distribués sur les 300 dans des délais très rapides. Donc voilà, avec
moi, je vois que dans ma clientèle, j'ai très très peu de refus. Enfin, voilà, mais quelques-uns, mais honnêtement, on fallait s'y attendre. Le fonds de solidarité, globalement, il a joué son job. Sur les petits clients, ça s'est plutôt bien passé. Donc, il y a eu tout un tas de mesures qui ont été mises en place, qui ont été ajustées au fil de l'eau par les remontées qu'on a pu faire, nous et d'autres. Et ça s'est fait, ça, dans toutes les régions. Ceux qui étaient très actifs en fait pendant c'était les acteurs de terrain et c'était essentiellement les régions. Donc tous mes homologues présidents de région ont également fait la même chose et on avait des informations qui étaient parfois différentes d'une région à l'autre puisque finalement on n'avait pas toujours les mêmes interlocuteurs. Mais cette proximité dans l'action était assez efficace en vérité. On avait beaucoup échangé aussi avec la région lorsqu'on a été mis en place avec la BPI, les aides et les prix. Enfin, voilà, bon, tout ça, ça a été fait au niveau régional et ça a plutôt bien marché, c'était assez efficace. Merci. Alors, ça nous fait la transition pour la deuxième partie où on va essayer d'y voir clair dans la gouvernance et dans les changements qui vont ou qui sont intervenus d'ailleurs. Olivier Boucherie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça le plus simplement possible? Qu'est-ce qui va se passer avec les compagnies régionales, la compagnie nationale? Et puis, on ouvrira sur est-ce qu'il faut changer justement le rôle des institutions, éventuellement les rapprocher ou les fusionner. Mais déjà, partons du concret. Qu'est-ce qui a changé en particulier pour vous et pourquoi on ne vous appelle plus seulement Versailles, mais Versailles Centre? Ce sera qu'à compter du 1er novembre en réalité. C'est un effet d'annonce. Voilà. Okay. Puisque avant que ce soit effectif, il faut qu'il y ait les élections. Et les élections, c'est à partir du 15 septembre jusqu'au 30 septembre. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau national? Rien. Il y aura une compagnie nationale des commissaires aux comptes. Par contre, au niveau régional, on va passer de 33 compagnies régionales à 17. Alors, en région parisienne, la compagnie de Paris va rester jusqu'au bord de la Bourgogne, parce qu'il dit l'hypercentre, mais il a Lyon dans les départements. Et puis nous, donc, on va regrouper la compagnie de Versailles, donc, qui était 4 départements, les Hauts-de-Seine, les Yvelines, le Val d'Oise et l'Eure-et-Loir, et on va récupérer les 6 départements de la Cour d'appel d'Orléans et ceux de Bourges. Donc on va aller jusque plus au sud que Lyon, puisqu'on va aller jusqu'à la Nièvre. Voilà. Au niveau national... Vous me disiez que ça couvrait 50 000 km² maintenant. Ça sera 10 départements. Et 10 départements. Et donc on met en place une organisation un peu nouvelle. Et donc quelque part, le fait d'avoir mis du télétravail, c'est quelque chose aussi qu'on va garder parce qu'au niveau de la compagnie de Versailles, on va conserver des représentations territoriales à Orléans et à Bourges. On va conserver des permanentes sur place. Et donc on organisera toutes les semaines ou tous les 15 jours des visios pour pouvoir... permettre à ces permanentes sur place d'avoir un sentiment d'appartenance à l'équipe, quelque part. Ça veut dire que ce n'est pas la désertification totale. Ça veut dire qu'on garde des antennes. On reste au plus proche des Donc c'est territoires. Juridique, c'est formel, mais les présences restent quand même physiquement. Quelque part, ce qui se passe au niveau des compagnies régionales, c'est un peu la même chose qui s'est passé sous Hollande au niveau des régions administratives. On est passé à 13 régions. Et ce qui va se passer aussi au niveau de l'ordre. Simplement, au niveau de l'ordre, la région parisienne était déjà d'un seul tenant. Bon. Et là, compte tenu de la spécificité, je dirais, de la profession de commissaire aux comptes et le fait que les grands cabinets sont sur Versailles et qu'on est quand même sous la tutelle de la chancellerie, il y a une 14e région qui existe et donc c'est la compagnie de Versailles et du Centre finalement. Mais après le reste, ça épouse dans les grandes lignes les régions administratives, même si c'est pas tout à fait la même chose puisque la base c'est les cours d'appel et que comme au niveau de la fusion des régions, on n'a pas touché aux régions, on n'a pas été au niveau départemental. Là, on ne touche pas aux cours d'appel, au périmètre des cours d'appel. D'accord. Alors, à ça va s'ajouter, si j'ai bien compris, une modification des compétences respectives de tout le monde, parce qu'on a quand même une architecture un peu compliquée, un H3C, une compagnie nationale, des compagnies régionales, et tout ça bouge un peu. Alors... Et des représentations territoriales, oui. Alors, le champ du H3C, il s'est développé avec la réforme européenne et je dirais avec la loi Pacte, puisqu'il a un pouvoir plus important dans la normalisation et que le H3C a décidé de reprendre la délégation sur le financement. Donc les confrères ont dû payer directement leur cotisation au H3C, alors qu'avant c'était l'institution compagnie régionale qui collectait l'ensemble des cotisations nationales, régionales, assurances et H3C. Bon. Et puis,
au niveau de la compagnie nationale, les choses vont rester à peu près pareilles. Simplement, nous, à Versailles, on va essayer de mettre en place, dans le cadre du service aux confrères, un organisme de formation qui va regrouper l'ensemble des forces du territoire pour pouvoir être au plus près des besoins des confrères et peut-être même au-delà du regroupement, peut-être se rapprocher aussi de la région de Bourgogne, des compagnies de Dijon et de Besançon pour avoir un institut de formation plus fort et qui permette de répondre aux besoins des confrères et qui permette d'aider les confrères au-delà de leur obligation de formation, mais aussi dans tout le processus de formation, de les aider dans les nouvelles modalités de financement des formations et aussi dans les obligations qu'ils ont à l'égard de leurs collaborateurs, de faire des entretiens annuels, bisannuels tous les 6 ans, de mettre en place des plans de formation. Parce que, soyons clairs, les compagnies régionales conservent essentiellement la formation aussi, avec tous ces mouvements tectoniques. Tout le plan régalien, à partir du moment où le H3C a pris aussi la délégation d'inscription à compter du 5 novembre. Alors ça fait l'objet en dernier lieu de discussion avec le gouvernement. Et donc on a juste à modifier à la marge le décret du Code de commerce qui permet aux compagnies régionales d'assister les confrères dans leur démarche d'inscription. Mais clairement, le balancier, il pèse fortement, il balance fortement vers le H3C. C'est vraiment, il faut essayer de trouver comment la compagnie nationale va pouvoir exister, comment elle va pouvoir s'affirmer comme étant un interlocuteur des pouvoirs publics et continuer à maintenir une relation de confiance. Donc ça fait partie des débats et il appartiendra à l'équipe qui sera issue des élections de mettre ça en œuvre. Alors Olivier Salustro, quand on a préparé cette conférence, vous nous avez dit, en fait, le régalien va s'estomper et on va aller vers plus de services aux confrères, notamment parce que tout le monde n'appartient pas à un Big Four et tout le monde n'a pas les capacités de développer un certain nombre d'outils, de services. Expliquez-nous ça un peu. Alors, avant de vous répondre, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire notre ami Olivier Boucherie. C'est assez amusant de procéder à des regroupements au niveau régional pour arriver à des plaques, à 13 ou 14 plaques tectoniques, plus 3 territoires d'outre-mer ou départements d'outre-mer, alors que certains économistes, comme Pierre Sabatier par exemple, qui est venu nous faire un exposé au dernier Conseil national avant les vacances, nous a expliqué en long, en large et en travers que le bon maillage territorial français, c'est le département. Donc, moi, j'étais pas de ceux qui étaient partisans de créer des immenses régions, 50 000 km², un dixième du royaume, n'est-ce pas ? Ça paraît, non, c'est vrai, c'est un royaume. Ça paraît compliqué à gérer, même si on a des représentations locales. Je trouve que là, on va encore une fois vers une voie de désincarnation, une forme de désertification. Et les compagnies régionales qui normalement ont un rôle de proximité vont perdre, en tous les cas celles qui ont des territoires aussi étendus que celles énoncées par Olivier, vont probablement devoir déployer une énergie considérable pour maintenir ce lien et ce contact qui est à mon avis essentiel. Alors ensuite, sur votre question, effectivement, vous savez qu'il y a un rapport de la Cour des comptes régionale qui n'est pas public d'ailleurs. Totalement confidentiel, voilà. Personne n'a réussi à l'avoir. Oui. Totalement confidentiel, mais qui a quand même circulé sous le manteau. En tous les cas, moi j'en ai eu un exemplaire entre les mains. En gros, la Cour des comptes a dit au H3C, écoutez, vous êtes un organe de régulation, prenez tout le régalien à votre compte et finalement dépecer entre guillemets, enfin c'est pas dit comme ça, mais moi c'est comme ça que je l'interprète, dépecer la compagnie nationale et les compagnies régionales de leur pouvoir régalien. Donc ça a commencé par les inscriptions. Je pense que le contrôle qualité ne va pas tarder à suivre, puisque ça fait partie des prérogatives déjà exercées par le H3C et qui sont déléguées à la compagnie nationale, enfin subdéléguées à la compagnie nationale. Et je pense que tout le reste va suivre.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les compagnies régionales se réinventent. C'est ce qu'on a commencé de faire à la Compagnie de Paris, puisque le slogan « Innover pour se transformer » n'est pas un slogan creux et vide de sens. On cherche à développer des services pour que nos confrères ici présents et ceux qui nous regardent bénéficient d'un certain nombre de choses. Par exemple, de ce qu'on pourrait qualifier de laboratoire de recherche et développement sur l'innovation, des choses comme ça. Voilà. Donc il faut que les compagnies régionales s'emparent de certains sujets, qu'elles soient porteuses d'encore plus de valeur ajoutée, en ayant en ligne de mire le fait que le régalien va leur échapper, même si je ne vois pas le H3C dans un rôle de proximité. Et donc il va quand même falloir que les compagnies régionales jouent aussi ce lien entre les confrères et puis les institutions. Ensuite, le deuxième sujet dans votre question, c'est la compagnie nationale. Alors là, je vais avancer sur des œufs pour ne pas dire de bêtises et ne pas me prendre de tomates et de mes voisins et de la salle. Moi, je pense que ça remet en cause la position de l'institution nationale. Je pense qu'il faut qu'elle se réinvente également. Je pense qu'il faut qu'on soit non plus dans un processus descendant, mais dans un processus montant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une collaboration beaucoup plus forte entre la compagnie nationale et les compagnies régionales. Beaucoup d'initiatives ont été prises, en tous les cas pour la compagnie de Paris, ont été prises au niveau régional, au niveau territorial. Notamment tout le combat pour la loi Pacte, on a été très actifs et on a été très porteur d'idées enfin, vous le savez, je ne vais pas recommencer, mais on a fait déposer des amendements à la fois à l'Assemblée nationale et à la fois au Sénat. On a fini par coopérer d'ailleurs avec la compagnie nationale, ou la compagnie nationale a fini par coopérer avec nous. Mais moi, je crois que la vitalité est d'abord dans les territoires, et il faut que la compagnie nationale, si elle veut se maintenir en tant qu'organe, je dirais, coordinateur, entende bien les régions, et que les régions qui seront plus fortes, de facto, voilà, apportent des idées, fassent valoir leurs idées et les défendent beaucoup plus fortement qu'avant. Enfin, moi, c'est ce qui me semble. C'est comme ça, en tous les cas, on verra la mandature suivante, mais c'est comme ça que depuis 1 an et demi, 2 ans, nous avons orienté les travaux de la Compagnie de Paris, dans cette perspective d'offrir des services à valeur ajoutée, à encore plus de valeur ajoutée à nos confrères. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple ? Oui, on peut avoir un exemple très, très concret. On a une commission qui cherche à développer, enfin qui a mis au point de nouveaux services qui portent sur, par exemple, les cartographies fiscales, sociales. On est en train... les travaux de Frédéric Burban qui sont remarquables. On a une commission informatique qui a mis au point toute une série d'outils qui sont largement diffusés depuis 3-4 ans. Qui font école d'ailleurs, qu'on partage avec d'autres compagnies, notamment la compagnie de Versailles, etc. On a un Lab 50 qu'on partage avec l'Ordre de Paris, et puis la compagnie de Versailles qui réfléchit au futur, notamment qui a travaillé sur des sujets d'intelligence artificielle, et une conférence cet après-midi, il me semble, sur la data, voilà, qui est importante et qui vous permettra d'apprendre des choses. À 16h30. À 16h30, merci. Donc voilà, il y a plein d'autres choses. On a développé des formations aux soft skills. J'aime pas ce mot-là, mais comme il est utilisé par tout le monde, je l'utilise. Un parcours particulier sur des sujets qui peuvent vous intéresser, notamment Power BI, voilà, des choses comme ça. Enfin voilà, on est dans le très concret, dans des apports très précis, très factuels, très pratiques. Laurent Benoudi, c'est juste un problème de commissaire aux comptes, ça, ou est-ce qu'il peut y avoir non seulement une redéfinition des instances, des différentes instances régulant la profession de commissaire aux comptes, mais aussi une réorganisation entre le Conseil supérieur et la compagnie, pourquoi pas ? Est-ce
est-ce que les séismes qui sont en train d'atteindre la profession de commissaire aux comptes n'ont pas quelques répliques sismiques du côté des experts comptables? On a fait toute la campagne 2016 aux élections professionnelles sur la thématique de la fusion hors de compagnie. On part du principe qu'il y a deux institutions, c'est une de trop, et qu'il faut fusionner ces deux institutions. On nous a expliqué que ce n'était pas une bonne idée parce que fusion égale confusion et qu'on allait... Bon, bref, de toute façon, le sujet ne se pose plus. Pour une simple raison, c'est que la compagnie aujourd'hui, elle est entre les mains des bigs. Il y a deux listes, un collège EIP, un collège non EIP. Et le collège EIP, 80% des votants sont des bigs et ils ont 50% des postes automatiquement. Donc même si on gagne les élections en nombre de votants, au collège non EIP, dans tous les cas, on a perdu le contrôle de la compagnie à jamais. Donc la compagnie des commissaires aux comptes est devenue le troisième argument de lobbying des bigs après le F3P et le H3C, enfin après le F3P et l'USEC. Donc maintenant il y a la SNCC. Donc ça, la fusion pour moi est une aberration qui n'a plus de sens aujourd'hui. Ça avait du sens il y a 4 ans, avant la loi Pacte, avant le relèvement des seuils, avant tout ça. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Que faire? Est-ce qu'il faut abandonner l'audit légal? Moi, je pense qu'il y a deux audits. Il y a l'audit EIP, qui est entre les mains des grands cabinets, et c'est à peu près a priori légitime, et que ce soit eux qui gèrent ça, c'est eux qui font le chiffre d'affaires avec ça. Quand on discute avec la chancellerie, on leur dit comment c'est possible de filer à 20% de la profession 50% des sièges d'office. Il dit ah oui, mais ils font aussi 50% du chiffre d'affaires. Sur les 2 milliards, ils en font un à 4. Donc on leur dit ok, d'accord, donc la prochaine fois que je vais aller voter, je vais venir avec ma feuille d'impôt et j'aurai un droit de vote qui sera proportionnel aux impôts que je paye. Bon, c'est un peu le schéma dans lequel on s'inscrit. Bref, donc la compagnie, pour moi, aujourd'hui, elle n'a qu'une seule vocation, c'est gérer les mandats EIP, où il y a des risques systémiques, où il y a un niveau de vigilance accru, où il y a le H3C. En fait, ce qu'il faut, c'est sortir l'audit légal, non EIP, du champ de la CNCC. Voilà, c'est ça, aujourd'hui, la vraie stratégie qu'il faudrait avoir au niveau de la profession, c'est celle-ci. On en est très très loin. Hein. Mais est-ce que c'est pas tout simplement séparer les petits des gros du coup? Oui, bien sûr. C'est ça. Évidemment. Mais en fait, il faut analyser, il faut donner une réponse à des problèmes qui sont différents. L'audit EIP, c'est un audit particulier parce qu'il y a des contraintes particulières qui sont liées au risque systémique qu'on pourrait entraîner une défaillance de l'auditeur sur une des entités qui est EIP. C'est ça le principe. Il y a des investisseurs, il y a des parties prenantes. Voilà. L'audit non EIP, c'est beaucoup moins prégnant. Hein. Même si vous vous plantez dans votre audit sur une petite boîte, les conséquences, elles sont microscopiques au niveau de l'État ou de la région ou de la ville. On parle de riz. Si vous le séparez de l'audit EIP, alors que par ailleurs, il devient contractuel dans des proportions qui restent à déterminer, est-ce que vous ne le tuez pas tout simplement? Ah non, l'audit non EIP. Non mais là aujourd'hui, la réalité, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a de plus en plus de confrères qui refusent de s'inscrire à la compagnie, qui refusent de payer des cotisations. On est dans un système de dingue. Moi, je paye plus de cotisations à la compagnie qu'à l'ordre, parce que je fais un quart de mon chiffre d'affaires en CAC. D'accord? Pourtant, je ne fais qu'un quart de mon chiffre d'affaires en CAC, et je paye 2 fois plus de cotisations à la compagnie qu'à l'ordre. Tu viens à Versailles, c'est moins cher. Je crois pas, non. Je pense que c'est le même prix. Si c'était le cas, j'y serais déjà, mais je pense pas. Non, c'est certain. Toi, la cotisation, elle est plus chère à Paris qu'à Versailles? Ah, bien sûr. Bon, ok. Donc, je pense pas. C'est pas une question de prix, c'est une question de qualité. Hein. Mais là, il est 2 fois gagnant, là. Hein. C'est ça, le prix s'oublie, la qualité reste. Donc, de plus en plus de jeunes démarrent et ne souhaitent pas s'inscrire à la compagnie. On a donc, les gens ont compris que le premier mandat, ils auront du mal à l'avoir. 8 millions d'euros de seuil, c'est déjà une boîte d'une certaine taille, même en Ile-de-France. Donc, on s'oriente de manière très claire, sans équivoque, vers une division par 2 ou 3 du nombre de commissaires aux comptes inscrits à la compagnie. D'accord ? Il y a 21 000 experts comptables, 12 000 commissaires aux comptes. Je pense que d'ici 4-5 ans, une fois qu'on aura tous les effets de la Pacte qui seront passés, on sera à 6 000, peut-être 4 000. Mais rarement plus. Donc il va y avoir en fait d'un côté 21 000 professionnels et de l'autre 4 000. À partir du moment où on décide de dire ça c'est une mission qui est réservée aux commissaires aux comptes, on dit en vérité ça c'est une mission qui est réservée à 4 000 d'entre nous. Le grand risque, si on n'élargit pas le champ de l'audit aux experts comptables,
à tous les experts comptables, aux 21 000 experts comptables, c'est qu'il va y avoir une petite caste qui va se réserver 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires de marché, alors qu'ils vont peut-être passer à 1,5 milliard avec l'effet de la loi Pacte, mais la contrainte, quand un cabinet, tu as 3 mandats ou 2 mandats, tu arrêtes les frais, tu as trop d'emmerdement. Donc tu lâches l'affaire et tu abandonnes. Donc soit on est capable de faire un audit adapté, un audit non EIP, un audit avec des contraintes qui ne sont pas celles que tu as quand tu es adhérent de la CCC, où tu as des contrôles qualité, des normes de machin, etc. D'accord ? Un audit qui correspond à ce pourquoi il doit être fait, c'est-à-dire des entités non EIP, petites entités. Dans ces cas-là, tu allèges les process et tu peux faire en sorte que tout le monde puisse le faire. Si tu restes dans un modèle où ton audit, c'est l'audit qui est fixé aux normes des grandes entreprises, tout le monde arrête. Enfin, moi, le nombre de confrères qui me disent c'est bon, j'arrête, je termine mon dernier mandat, c'est fini, j'arrête l'audit. Et donc, on est dans un système où on s'oriente vers une profession à 2 vitesses, avec un vrai schisme entre les deux. Donc, soit on décide qu'en tant qu'expert comptable, alors que c'est l'article 2 de l'ordonnance de 45, qui dit qu'on fait profession de réviser les comptes. C'est notre métier, l'audit. On va faire marche arrière par rapport à tout ce qui a été fait dans l'histoire et abandonner cet audit uniquement à une partie. C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer en vérité. Donc je me dis, bon, là, on a perdu la guerre au niveau de la compagnie, c'est joué d'avance, c'est plié. Abandonnons l'institution au grand cabinet, laissons-les s'éclater dans le IP et récupérons au niveau de l'ordre des experts comptables l'audit légal non EIP. Et au moins, on va tous pouvoir se dire qu'on est expert comptable auditeur. Voilà, on n'aura pas le titre de commissaire aux comptes, mais honnêtement, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Bon, voilà, donc ça, c'est ma vision du truc. Je suis pas certain qu'elle est partagée par beaucoup de monde. Justement, Olivier Salustro, voilà, est-ce que vous partagez cette vision un peu ébouriffante de l'avenir de la profession ? Alors, ça fait un moment que je fréquente Laurent, donc depuis j'ai discipliné ma coiffure. Donc ce qu'il vient de dire ne m'étonne pas, hein. C'est ce qu'il prône depuis des années, c'est la disparition du commissaire aux comptes en tant que tel. Mais je viens de comprendre ce qu'on appelait cacocide, parce qu'on m'a dit avant cette conférence... C'est pas tant la loi Pacte que Laurent qui est cacocide en fait. Hein, si. Je ne prends pas la disparition au contraire. Moi, je voudrais juste remettre l'église au milieu du village. Je pense que, sans forfanterie aucune, je pense que c'est 2 métiers différents. Quand on est commissaire aux comptes, personne ne le dit. Oui, mais je pense pas qu'on puisse être sous le même toit avec les mêmes dirigeants en tant qu'institution, etc. Olivier, tous nos confrères font de l'expert comptable et du commissaire aux comptes dans les mêmes cabinets, avec les mêmes collaborateurs. Oui, mais ils changent. D'accord, donc on peut le faire au sein du même cabinet, mais on ne peut pas avoir 2 institutions différentes. 50-50, on avait dit au départ, hein. Donc j'ai le droit de parler. Je le connais, hein. Grand bavard. Je pense que ce n'est pas les mêmes métiers. Je pense que quand on exerce chacun des 2 métiers, on change de casquette. Je pense qu'on obéit à des règles différentes. Je pense que ce qui constitue l'ADN du commissaire aux comptes, son code de déontologie, on pourra y revenir parce qu'il a été modifié fort mal à propos avec l'article 21 de la loi Pacte. Voilà, mais je pense en tous les cas que, et moi je continue à défendre la même idée, alors je vais paraître réactionnaire, rétrograde, mais je pense que le commissaire aux comptes, il répond à une question d'intérêt général. Je pense qu'il ne faut pas abandonner l'institution au grand cabinet. Je pense que c'est une erreur de dire ça. Je pense que les choses, le pendule va dans un sens et va dans un autre. On l'a vu en Suède, qui avait remonté ses seuils et puis qui a constaté au bout de 2 ans qu'il fallait rebaisser les seuils. Non mais je connais le sujet par cœur. Ouais, enfin, voilà. Les 2 collèges EIP non EIP. Non mais ça, si je puis me permettre, je vais peut-être dire une énormité, mais en fait on ne fait que traduire ce qui existait déjà au niveau de la compagnie nationale. C'est que le département EIP, qui était un État dans l'État, dirigeait de fait, la compagnie nationale. Donc pour moi, sur le plan opérationnel, ça ne change pas grand-chose, je crois. Simplement, on affiche ouvertement... et d'ailleurs, tant mieux, comme ça on va pouvoir le combattre plus efficacement. On affiche ouvertement ce partage des eaux. Voilà. Mais moi, je crois qu'il faut maintenir un pied dans la porte. Il ne faut justement pas abandonner les choses au Big Four. Et il faut se battre parce qu'on voit ce qui se passe en Angleterre. Hein, l'Angleterre qui était... alors, ce n'est pas tout à fait la question des seuils, mais l'Angleterre qui était
fervent défenseur du mono-auditeur, des Big Four, etc., fait machine arrière, durcit les règles pour instituer un joint audit, pour baisser les seuils, pour imposer des cabinets secondes, voire troisième tir, justement pour favoriser l'émergence d'acteurs moyens. Donc je ne crois pas que le combat soit définitivement perdu. Enfin, moi, c'est ma conviction. Moi, depuis 15 ans, on prend cher. Hein. Pardon ? Depuis 15 ans, on prend super cher. C'était le livre blanc de Barnier il y a 15 ans. Non, mais on prend cher. On n'a fait que prendre cher. Enfin, je ne pense pas que le chiffre d'affaires de la profession comptable dans son ensemble est baissé depuis 15 ans. C'est une profession qui continue à se développer. Ton chiffre d'affaires est en cas qu'il a progressé. Oui, j'ai pas de souci. Évidemment, le tien aussi, Laurent. C'est pour ça que tu payes plus de cotisations. Non, mais je connais tes chiffres. Je suis allé voir. L'audit, c'est que 20% forcément, il paye plus comptable. puisqu'il se développe en commissariat aux comptes. C'est ça qui est fabuleux. Non, mais c'est absolument génial. Puis le champ des possibles dans le commissariat aux comptes est beaucoup plus large maintenant avec la loi Pacte. Il y a une possibilité de faire des prestations de services. Il y a un champ du possible qui est beaucoup plus intéressant. Moi, je préfère parler de synergie, des institutions. Je préfère parler de complémentarité des professions. Et je préfère parler de réponse à des besoins et de l'intérêt du marché. C'est plutôt ça le sens des réformes, plutôt qu'une profession recroquevillée sur son privilège et sur son monopole, qui de toute façon va, on l'a vu, être bouleversée par la technologie. Donc on comprend que les experts comptables soient plus inquiets que les commissaires aux comptes qui ont passé le pas et qui sont en capacité de se former pour répondre aux besoins du marché et à l'intérêt général. Alors restons là justement, puisque c'était notre troisième thème. Est-ce que la profession comptable est excessivement régulée ? J'ai l'impression qu'on a un petit peu déjà donné son avis. Olivier Boucherie, est-ce qu'on pourrait avoir des chiffres très concrets sur le premier bilan de la loi Pacte ? Donc la loi Pacte, c'est une loi un peu perverse puisqu'elle va distiller son venin pendant 6 exercices. C'est le délai d'un mandat de commissaire aux comptes. Et donc sur la première année d'application de la loi Pacte, il y avait 150 000 mandats qui sont potentiellement concernés, c'est-à-dire les entreprises en dessous des nouveaux seuils. Et donc il y avait à peu près plus de 23 000 mandats qui étaient en renouvellement. Et on en a 57% qui ont été renouvelés. Et donc 43 qui n'ont pas été renouvelés. Donc en réalité, c'est un peu plus que ce qu'on craignait, enfin un peu moins que ce qu'on craignait. Et la profession s'est aussi emparée des effets bénéfiques de la loi Pacte, notamment dans les petits groupes. Et puis on va attendre avec impatience les déclarations d'activité qui vont être faites par les confrères, parce qu'on va pouvoir mesurer, puisqu'il y aura une obligation de déclarer les prestations de services pour le 30 septembre. Et on verra au bout de 2 ans si effectivement on continue à avoir une érosion ou si en réalité la loi elle répond à une demande du marché et que les commissaires aux comptes ont pu commencer à accomplir leur rebond. Donc, message positif, c'est un peu moins inquiétant. En tout cas, c'est en dessous des inquiétudes. Il y avait aussi un autre chiffre qui était intéressant. Il y a une association, pas des victimes de la loi Pacte, mais bon, des commissaires aux comptes. Soutien qu'elle s'appelle, l'association. Voilà. Je suis trésorier au niveau national. On a parlé des chiffres. Je crois qu'elle rassemble 600 professionnels, parmi lesquels... Il y en a 2. Hein. Pardon ? Il y en a 2. Oui, on travaille main dans la main avec l'association de Paris qui s'appelle CAC Indemne. Voilà, d'accord. Donc, dans la vôtre, on est ensemble là-dessus, il n'y a pas de souci. Il n'y a que 30 sur 600 professionnels qui rentrent dans la définition, c'est vrai, assez stricte, du préjudice grave et spécial qui ouvre à indemnisation. C'est plus ou moins que ce qu'on craignait ? Non, pour l'instant, c'est plutôt moins, mais on est encore prudent. Parce que, on est à la première année. De toute façon, les confrères ont là 4 ans pour faire valoir leur démarche indemnitaire. Même constat, Olivier Salustro, chez vous ? Oui, non, à Paris, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de dossiers à traiter. Oui, tout à fait. On le voit sur les inscriptions aussi. Laurent annonce qu'il y aura une diminution du nombre d'inscrits dans les compagnies régionales. Bon, il y a une légère érosion, mais quand on regarde les chiffres, et je suis aussi administrateur de la CAVEC, donc je suis bien placé pour le savoir aussi, c'est plus lié à l'effet du papy boom, donc des confrères qui partent à la retraite, plutôt que des confrères en pleine force de l'âge et qui abandonnent le commissariat aux comptes, même si c'est quelque chose qui existe quand même, mais on n'est pas encore dans cette situation-là. Il faut rester prudent. D'accord. En fait, le nombre d'inscrits à l'ordre progresse chaque année, alors qu'il baisse chaque année à la compagnie. Mais je peux me tromper. Non, la compagnie se maintient.
il est très stable, enfin à Paris en tous les cas. Donc non, mais enfin voilà, c'est une stabilité. Tant mieux. Bien sûr, tant mieux. Si tout va bien, tant mieux. Je suis content. J'ai pas dit que tout allait bien. Simplement, je dis que la tendance est à la stabilité et pas une décroissance extraordinaire. Stabilité avec une progression du chiffre d'affaires. Hein. Ceci dit, tu as raison. C'est que pour les jeunes, c'est compliqué aujourd'hui de décrocher leur premier mandat. Donc il faut le reconnaître. Il faut traiter ce point-là. Mais pour autant, on n'est pas en train de s'écrouler. Enfin, voilà. Même dans tes rêves les plus fous, non. Je sais qu'il rêve beaucoup de commissariat aux comptes. C'est un problème oedipien chez lui. Donc, Olivier, tu as dit que tu avais mes chiffres. J'en suis ravi. Donc tu sais très bien que ça représente un chiffre d'affaires significatif dans mon cabinet. Donc je ne suis pas complètement débile et j'ai pas envie de tuer le commissariat aux comptes. J'ai par contre une vision assez claire de la réalité et je vois mes confrères. Je suis une exception. D'accord, je sais quel est le chiffre d'affaires que je fais et je sais que mais il n'y a pas de toi. Mais il y a beaucoup d'exceptions. Il y a beaucoup d'exceptions. Malheureusement, il y a beaucoup d'exceptions. Il y a dans tout ce que tu as dit que j'ai contesté comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une parole qui mérite d'être retenue, c'est que tu as parlé d'audit adapté. Voilà, ça c'est une parole 15 ans qu'on en parle. Pertinente. Oui. Alors effectivement. La vraie solution, c'est de trouver une forme d'audit adapté qui n'est pas le format que nous a imposé la loi Pacte avec la mission Alpes 911 ou 912. Enfin, je jargonne, mais je pense que dans la salle, on me comprend. Je pense qu'à Paris, on avait développé des perspectives d'audit adapté qui méritent d'être remises sur le tapis, qui méritent d'être retravaillées, parce que ça, c'est une solution. Pour autant, il faut que ça se fasse sous une égide d'une institution qui soit celle des commissaires aux comptes, pas celle des experts comptables. Olivier Boucherie, vous aviez l'air de dire qu'il y avait aussi des opportunités. Finissons sur une note positive avec cette loi Pacte. Donc, on a vu qu'elle avait les effets un peu cacocides qu'on a évoqués, mais est-ce qu'il y a aussi des choses à faire et est-ce qu'il y a des pistes de développement et est-ce qu'on peut s'ouvrir un peu l'horizon ? Je vais me faire un peu de publicité puisque demain j'anime une conférence sur le rebond et donc effectivement on va explorer ça et on va expliquer qu'effectivement on a identifié une vingtaine de missions qui peuvent être faites en dehors par exemple dans 4 thèmes différents, sur la conformité, sur les attestations. On ne s'interdit pas non plus d'être présent sur le numérique, sur la cybersécurité. Voilà, il y a un certain nombre de choses, mais venez assister à ma conférence pour avoir plus d'éléments. Je crois que c'est à 9h demain matin. Je suis en train de vérifier, mais voilà. Alors, je voudrais qu'on puisse prendre quelques questions. Un mot, parce qu'on a dit est-ce qu'elle est trop régulée, mais on voit aussi qu'elle se dérégule. C'est un peu le problème. 9h30 demain matin. D'accord. Olivier Salustro, vous en avez dit un mot. Oui, l'article 21, enfin, la levée de la séparation de l'audit et du conseil, ou en tout cas la levée des interdits qui figuraient dans notre code de déontologie, qui a été remplacée par une procédure de risque sauvegarde, qui à mon avis est une procédure que je qualifierais personnellement de scélérate, parce que en fait on sait très bien comment ça se passait avant la LSF, puisque je rappelle que la séparation de l'audit et du conseil, ça remonte à 2003, c'est post-Enron, post-Vivendi, enfin post justement, ces si affaires-là. Je peux me permettre un mot, c'est un peu déstabilisant parce que moi je connais votre profession depuis un peu plus de 20 ans. Bien sûr. La LSF, ça a été un traumatisme majeur puisqu'on passait en co-régulation. On créait le H3C. Les relations avec le H3C au départ ont été plus que calamiteuses. Le code de déontologie a été reçu comme une espèce de bouteille entière d'huile de foie de morue dont on a dit pique-pendre. Et puis là, d'un seul coup, basculement, vous dites redonnez-nous des règles. Expliquez-nous un peu ça. Est-ce que c'est lié au scandale Wirecard, par exemple ? Alors Wirecard, c'est un scandale. C'est pas un scandale. Pour autant que je connaisse les détails de l'affaire, parce que moi je lis les journaux comme tout le monde, donc j'en connais pas les fondements. Mais ce qu'on peut lire de l'affaire Wirecard, c'est que en réalité, on n'est pas dans une question de séparation audit et conseil. Simplement, on est probablement dans le fait qu'il y a des procédures qui n'ont pas été suivies à la lettre, à la fois par les auditeurs
et surtout par les régulateurs, hein, les 2 régulateurs allemands, l'équivalent de l'AMF et l'équivalent du H3C allemand, qui, je le rappelle, sont totalement dépendants du ministère des Finances et du ministère de l'économie en Allemagne, et qui sont probablement soumis à des pressions politiques. En tous les cas, c'est ce qui transparaît depuis quelques jours encore plus clairement dans la presse. Donc je ne pense pas que cette affaire Wirecard soit à regarder sous l'angle de la séparation de l'édito et du conseil. Elle est plutôt à regarder sous l'angle du joint audit, du double commissariat aux comptes, le constat qu'ont fait les Anglais suite à l'affaire Carillon et d'autres affaires. C'est qu'en réalité, les Big Four, pour ne pas les nommer, réalisaient sur certains de ses clients 30% de leur chiffre d'affaires en audit et puis 70% de leur chiffre d'affaires en conseil. Et donc, évidemment, quand l'auditeur s'opposait à telle ou telle présentation de compte, eh bien, on lui rappelait gentiment que non, le client pesant 70%, il fallait servir les plats. Voilà. Donc moi, ce que je réclame, alors d'ailleurs, c'est assez amusant, amusant ou inquiétant, c'est que la compagnie nationale, donc, avec le concours de la chancellerie, de la DSCS, la direction des affaires civiles et du Sceau, a pondu un nouveau code de déonto. Mais ce code de déonto mérite qu'on exprime ensuite une doctrine pour qu'on dise comment on met en œuvre la procédure de risque sauvegarde. Et malheureusement, cette doctrine n'est toujours pas parue. Ça fait quand même... alors je veux bien qu'il y ait eu le Covid, enfin, on peut continuer à réfléchir chez soi, le télétravail, etc. Donc voilà, moi je réclame que les règles soient claires. Et en fait, ce que vous pointez du doigt dans l'histoire, c'est que à partir du moment où les règles sont claires, eh bien, on s'adapte aux règles. Et puis, on les prend en compte ou on abandonne. Enfin, on sort ou on reste. Mais si on reste, on joue avec. Hein, c'est comme un règlement sportif, en fait. Alors, il nous reste 5 minutes pour répondre aux questions de la salle. La seule chose, je ne suis pas sûre qu'on ait un micro à vous proposer. Non, on me fait signe qu'hélas, il n'y a pas de micro. Donc, il faudra parler fort. Et si l'éclairage pouvait revenir un peu dans la salle, parce que sinon, je ne vois rien du tout, des personnes qui éventuellement se manifesteraient pour poser une question. Si la régie peut faire quelque chose. Merci pour l'éclairage. Alors, c'est toujours la première qui est la plus compliquée, surtout quand l'heure du déjeuner approche. Je vois beaucoup de personnes qui s'en vont. Donc, tout a été parfaitement clair. Pas de questions? Non? Personne? Bon. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais demander peut-être à chacun de nos intervenants un mot de la fin, une réflexion. Peut-être qu'on va essayer d'être positif parce que la conjoncture est tellement secouante. Je vous propose à chacun de donner une conclusion positive à nos réflexions. Olivier Boucherie. Moi, je pense qu'on est plus dans une évolution technologique qui est plus importante que les différents soubresauts législatifs et que le métier de commissaire aux comptes reste passionnant parce qu'il nous permet de voir des situations totalement diverses et que le marché a toujours besoin de personnes qui sont en capacité de qualifier l'information, de la fiabiliser. Donc, je pense que c'est une profession qui a un avenir certain. Merci. Laurent Benoudis, un mot positif. Mais non, vous êtes l'optimiste de la bande, je le sais. Je crois qu'il y a pour les cabinets de moins de 50 salariés, le poids de l'audit aujourd'hui, c'est 3% du chiffre d'affaires. Voilà, donc ça nous a quand même occupé la moitié de notre réunion pour 3% de notre chiffre d'affaires. Alors qu'on a dans le même temps un Eldorado de conseils à délivrer à nos clients,
en accompagnement dans la gestion, en accompagnement en matière patrimoniale, en accompagnement sur tout un tas de sujets. Je pense qu'on a changé d'époque. On était dans une époque où, effectivement, quand on s'inscrivait comme expert comptable, on mettait sa plaque, on mettait expert comptable, commissaire aux comptes, et puis on avait des missions. Voilà, ça c'est fini. Je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de faire des choix, on est obligé de se positionner avec une identité forte quand on est expert comptable et qu'on s'inscrit. Si on a fait de l'audit toute sa vie et qu'on souhaite en faire, évidemment, on s'inscrit à la compagnie, on en fait. Si on n'en a pas fait et que c'est le cas pour beaucoup, eh bien, il faut faire d'autres choses. Et des autres choses, il y a pléthore. On a un métier qui a la chance d'être excessivement riche et varié. Et l'audit n'est qu'une des composantes, enfin l'audit légal, qu'une des composantes de notre palette de services. Voilà. Donc il ne faut pas se focaliser et être aussi... enfin, voilà. Je pense qu'il y a un Eldorado en termes de conseils chez les experts comptables. Il y a des enjeux considérables en matière de numérique. Donc il faut savoir prioriser en fait quelles sont ses stratégies dans son cabinet si on veut pouvoir rebondir. Merci. Olivier Salustro. Alors, moi, je ne suis pas le négatif de la bande non plus. Hein. Pas ce que je sous-entendais du tout. Non, je le précise. Moi, j'ai la flamme, j'ai toujours eu la flamme. Je suis né comme ça, et donc je continue d'avoir la flamme, et je pense qu'il faut continuer de se battre, quels que soient les moyens avec lesquels on se bat. Et il faut penser qu'au-delà de l'audit légal que vient d'évoquer Laurent, il y a aussi l'audit contractuel qui nous est aujourd'hui offert à travers les attestations, à travers les missions de vérification de la conformité. Il faut aussi penser que aujourd'hui, on développe des outils tels qu'une plateforme qui s'appelle The Smart List, qui va bientôt apparaître sur la place publique, qui va permettre aux entreprises de montrer qu'elles sont certifiées ou que certaines de leurs données sont attestées. Précisément, moi j'ai bon espoir, ou en tous les cas, je pense que toutes les informations extra-financières sont un champ énorme à conquérir, même si on avait eu quelques expériences malheureuses dans le passé avec la RSE. Je pense qu'il faut oublier et tirer les leçons de cette expérience malheureuse et se dire que, quelle que soit la taille des entreprises, demain, étant donné le nombre d'informations fausses, mauvaises, ou les fake news qui circulent, je pense que l'auditeur digne de ce nom a un grand champ de développement devant lui, à condition qu'il exerce son sens critique et qu'il s'en réfère à des règles et à une déontologie qui soit clairement énoncée. Hein, à partir du moment où le commissaire aux comptes dévoie son indépendance, effectivement, il perd son avantage concurrentiel, son facteur de différenciation. Voilà. Donc moi, j'ai foi en tout ça. Je ne sais pas ce que seront les prochaines mandatures, mais en tout état de cause, moi, personnellement, j'y crois. Merci pour ces... Juste oui. une dernière chose. Donc, avant de peut-être remercier les gens qui sont à distance, à qui on ne s'est pas adressé. Enfin, moi, j'ai oublié qu'il y avait des gens derrière la caméra. Donc, je voudrais les saluer. Merci. Merci pour ces messages optimistes. On termine pile à l'heure. Merci de votre présence pour tous ceux qui étaient en présentiel. Merci à ceux qui sont derrière leur écran d'avoir été aussi avec nous et bonne suite de travaux à tous.